Bienvenue dans le débat de France 24. Il y a un peu plus d'un an maintenant, François Hollande tentait de gagner Berlin le jour même de son investiture. Mais c'était le destin sous forme de foudre qui frappa. Le nouveau président français dut faire demi-tour. Certains y voyèrent à l'époque un signe. Et en effet, depuis, la relation franco-allemande s'est tellement détériorée et l'entente tant dégradée, notamment sur la question de l'austérité, que le Parti socialiste français en est arrivé dernièrement à traiter la chancelière allemande d'intransigeance égoïste, un froid que François Hollande a cherché aujourd'hui, lors des commémorations du 8 mai, à mettre derrière lui. On l'écoute. En 1963, le général de Gaulle et Konrad Adenauer ont été capables, après avoir connu les affres des deux guerres, d'unir la France et l'Allemagne dans un traité d'amitié. Alors depuis 50 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu la réconciliation. Mais aujourd'hui, ce que nous devons faire, c'est nous retrouver ensemble pour une Europe qui soit celle de la croissance, de l'emploi. Et c'est ça le sens du débat que nous avons engagé. Et je le dis toujours, il y a un débat et il y a la fin, ça se passe toujours avec un compromis entre la France et l'Allemagne. On en parle ce soir dans le débat avec mes invités, Birgit Holzer, qui est journaliste au magazine Paris-Berlin, correspondante d'une quinzaine de journaux locaux en Allemagne, Xavier Pacro, qui est directeur de la publication de la revue Le Forum franco-allemand. Bonsoir. Christian Stophaes, vous êtes président du Conseil d'analyse économique franco-allemand. Merci d'être avec nous ce soir. Puis nous sommes aussi rejoints en duplex de Berlin par Barbara Kunz, qui est chargée de projet à l'Institut de Berlin-Brandebourg pour la coopération franco-allemande en Europe. Tout d'abord, Xavier Pacro, on écoutait à l'instant François Hollande essayer de remettre un petit peu d'ordre dans les relations franco-allemandes, ce message d'apaisement dirigé vers Berlin. Quand on repense à son investiture il y a un an, directement il était allé à Berlin, son idée étant vraiment de prendre ce problème de la crise européenne à bras-le-corps en faisant fonctionner cette relation avec la chancelière allemande, tout cela paraît fort loin. Oui, vous avez tout à fait raison. La relation franco-allemande traverse une période un petit peu difficile. Alors, il est quand même récurrent que cette relation, en période de changement de dirigeants au niveau des États, il y ait un ajustement. Ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que cet ajustement a tendance à durer, que cela est préjudiciable aussi bien aux relations franco-allemandes qu'à la construction européenne, où l'on voit une dynamique, qu'une dynamique ne parvient pas à s'imposer au niveau des deux pays, et cela en faveur de l'Europe et de la construction européenne. Pour vous, Christian Stophaes, s'agit-il d'une tension amicale, comme l'a décrite François Hollande, ou est-ce qu'il s'agit de quelque chose de plus grave entre les deux dirigeants ? Écoutez, moi je pense que le franco-allemand est inéluctable, c'est une destinée. C'est vrai que régulièrement, quand il y a un nouveau chancelier ou chancelière ou un nouveau président en France, il y a la tentation de chercher autre chose. Bon, généralement, l'Allemagne reproche à la France d'être un peu arrogante. Quelquefois, la France se sent un petit peu humiliée par une Allemagne de plus en plus puissante économiquement. Donc il y a des tensions. Rappelez-vous Jacques Chirac et Gerhard Schröder, il y a une tension qui a duré 1 ou 2 ans. Rappelez-vous aussi Sarkozy et Merkel au début. Après De Gaulle-Adenauer, il y a eu Ludwig Erhard, il y a eu Willy Brandt, où l'Allemagne a plutôt cédé aux sirènes américaines, mais la logique reprend le dessus. On dit évidemment qu'il y a des tensions en ce moment, mais n'oublions pas qu'il y a eu une réalisation tout à fait extraordinaire, qui est l'euro. Bon, depuis la crise, depuis 5 ans, tous les peuples d'Europe ont voté pour l'euro, même les Grecs, même les Allemands qui étaient tentés de lâcher les paresseux du Sud, ils ont voté pour l'euro. Et ça fait quelque chose de très puissant et très intégrateur. N'oublions pas qu'il y a le traité budgétaire qui a été signé il y a exactement 1 an, qui est une révolution, qui est en train évidemment de révolutionner toutes les politiques économiques en Europe. Donc voilà, c'est ça la tendance. Alors il y a effectivement des hauts et des bas, il y a des tensions, mais regardons plutôt la tendance lourde. Birgit Holzer, on a beaucoup parlé, vous parliez à l'instant des tensions qui ont toujours existé, qui sont normales entre deux pays moteurs de l'Europe. On a beaucoup parlé de ce projet de texte du Parti socialiste qui qualifiait la chancelière allemande d'égoïsme, qui a beaucoup étonné. Alors le porte-parole d'Angela Merkel a tâché d'expliquer qu'il pouvait y avoir des différences entre des partis, mais que les relations entre les dirigeants étaient quelque chose de séparé. Oui, il a dit ça. En même temps, c'est un discours officiel aussi. Je pense qu'on était quand même
étonnée de voir la violence de ces paroles dans ce papier. C'est vrai qu'on peut débattre, on peut avoir une discussion, on peut aussi ne pas être d'accord sur certains points, mais dans ce cas-là, c'était quand même aussi cette volonté de attaquer directement la chancelière qui aide pas à faciliter cette relation, c'est clair. Et je pense que l'essai de François Hollande aujourd'hui d'apaiser un peu, de revenir un peu sur ce débat, c'est bienvenu, mais ça vient un peu tard aussi. On a attendu ça, je pense. Barbara Kunz, vous qui êtes à Berlin, c'est des propos qui ont dû choquer. On a vu une haine par rapport à Angela Merkel exprimée un petit peu partout dans le sud de l'Europe. Que cela vienne de la France a dû beaucoup choquer en Allemagne. Oui, ça a sans doute choqué. En même temps, on sait parfaitement d'où ça vient, donc je pense que ça n'a pas vraiment semé le doute sur le gouvernement français, mais plutôt sur le Parti socialiste, et que les dirigeants allemands ont été bien capables de mettre ça dans le contexte qu'il faut. Et le contexte, pour vous, Xavier Pacaud, s'agit-il finalement, on exprime un malaise par rapport à la faiblesse de François Hollande, qui n'a pas su s'imposer en Europe depuis qu'il est au pouvoir? Inévitablement, les difficultés économiques de la France, l'impossibilité de notre pays à faire face aux impératifs économiques qui avaient été fixés, ne met pas François Hollande dans une position forcément confortable. Mais il est indéniable que les différentes interventions, les différentes sorties contre l'Allemagne, vous avez cité le papier du Parti socialiste, il y a eu aussi la sortie de Claude Barthelone, mais cela répond au fond à la position d'un certain nombre de responsables en France. Souvenez-vous, il y a un peu plus d'un an, pendant la campagne électorale, les propos de Arnaud Montebourg qui comparait Angela Merkel à Bismarck. Et on peut encore remonter en 2009 la question allemande qui avait été soulevée par Jacques Attali, et ainsi de suite. Alors, il y a un ressentiment qui est récurrent, qui revient comme ça de temps en temps. Et c'est quand la France perd un peu confiance en elle que ce sentiment a tendance à s'exprimer. Et cela est regrettable parce que, à mon avis, même si, comme le disait très justement M. Stophaes, la relation franco-allemande est incontournable, elle est plus ou moins active, elle est plus ou moins productive. Et aujourd'hui, je crois que ce climat n'a certainement pas été favorable. Christian Stophaes, n'est-ce pas le déséquilibre dans cette relation essentielle, comme vous le disiez à l'instant, qui est le véritable problème? C'est-à-dire que la France était première en Europe. Bon, maintenant, elle n'est plus première. Mais elle est deuxième ou première ex aequo, parce que sans la France, l'Europe éclate. C'est le pont, le trait d'union entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. Bon, l'Allemagne a voté pour l'euro. Ils veulent l'euro. Il y a un prix à payer. Tout le monde a un prix à payer. Les Grecs ont un prix à payer, on sait lequel. Les Allemands ont un prix à payer aussi. Et donc l'euro, c'est devenu une machine à faire des compromis. Alors les compromis, on va les trouver. Bon, je rappelle que François Hollande a été tenté d'une alliance privilégiée avec l'Europe du Sud. Il y a vite renoncé. De même que Nicolas Sarkozy s'était tourné vers l'Angleterre, Gerhard Schröder vers l'Angleterre, Willy Brandt et Ludwig Erhard vers l'Amérique, et ils reviennent toujours vers le franco-allemand. Voilà. Donc apprenons à faire des compromis. Il y a de l'austérité, il y a de la rigueur, certes, mais d'abord, la France, nous sommes quand même encore une croissance positive. C'est quand même pas un drame. Alors je sais bien que c'est dur à entendre pour ceux qui souffrent, mais c'est quand même pas non plus une catastrophe absolue. Bon. Alors tout ça, il y a évidemment beaucoup de théâtre, il y a du théâtre. Mais ce qui compte, c'est qu'il y a la solidarité et surtout que l'euro est devenu un facteur d'intégration absolument extraordinaire. Pour ce qui est un facteur d'intégration, mais donc on regarde par exemple en Allemagne ce qui est dit, Birgit Holzer, par rapport au gouvernement de François Hollande, à ce qui a été fait, à ce qui n'a pas été fait en France, à la façon dont les réformes structurelles qui auraient dû avoir lieu ont eu lieu ou pas. On est très critique tout de même en Allemagne par rapport à ce qui se fait en France. On est très critique en Allemagne comme en France. Je pense qu'il y a une grande impatience vis-à-vis de François Hollande. Il n'agit pas assez rapidement. On a peur qu'il ne va pas prendre les mesures qu'il faut. On a peur aussi qu'il n'est pas conscient de la situation. Mais je pense que il faut peut-être aller en retour un peu plus loin. Et je pense que cette tension a toujours été
a toujours été là. Le débat, est-ce qu'il faut d'abord la croissance et après on peut faire du sérieux budgétaire, ou est-ce que d'abord il faut assainir les caisses et après la croissance peut revenir. Je pense que ça c'est un débat qui n'est pas nouveau. Et je pense ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que le débat sur la rigueur et l'austérité est très important en France, et Angela Merkel incarne d'une certaine façon cette austérité. Et si le Parti socialiste ou si une partie de la gauche se tourne contre Angela Merkel, c'est aussi c'est aussi dû à la peur de perdre un peu la domination dans ce débat-là. Barbara Kunz, nous sommes bien sûr devant une période électorale qui s'ouvrira en Allemagne avec des élections législatives qui auront lieu le 22 septembre. Un certain immobilisme de la part de Berlin sur beaucoup de questions à laquelle on pouvait s'attendre. Oui, sans doute. Mais en même temps, je crois qu'il s'agit là d'un problème un peu plus profond. C'est une sorte de manque de compréhension pour le système politique, social et aussi culturel français, ce qui fait que beaucoup d'électeurs ou le public allemand ont du mal à comprendre que les réformes en France ne peuvent pas se faire de la même manière qu'en Allemagne. Et donc là, il reste un travail d'explication à faire pour justement expliquer au public allemand la vraie situation de la politique française qui, pour l'instant, n'est pas bien comprise. Justement, Xavier Pacreau, l'écart entre cette politique d'austérité poursuivie en Allemagne avec beaucoup de rigueur, on s'y tient, on continue, on reste dedans, et en France, à qui on vient d'accorder un délai supplémentaire pour arriver à ces 3% du PIB par rapport à son désendettement, est-ce qu'on ne se rend pas compte qu'il y a une espèce d'écart qui se creuse toujours, finalement, entre les politiques poursuivies par Paris et Berlin, qui ne font rien pour réparer ce problème de compréhension dont on parlait à l'instant? Alors, il y a quand même des efforts qui sont faits. On a vu la rencontre récente de Pierre Moscovici avec le ministre de l'économie allemande, Wolfgang Schäuble. Et Schäuble envoyant quand même un message en disant que finalement, cette période de 2 ans supplémentaires accordée à la France pouvait être nécessaire. Et comme quoi il la comprenait. Mais il faut bien voir que finalement, les différends franco-allemands, dus à cette constance et à la force de la relation franco-allemande, peuvent tout à coup évoluer vers d'autres situations plus positives. Moi, je repense très souvent à la réconciliation de Gerhard Schröder et de Jacques Chirac, qui avaient commencé en de très mauvais termes autour de l'opposition à la guerre en Irak. Alors, on ne va pas penser à une nouvelle guerre, mais on ne sait jamais ce que l'actualité internationale recèle, ce que les événements internationaux peuvent apporter aux États et éventuellement leur donner l'occasion de se rapprocher. Donc je ne crois pas que... Je pense que la relation franco-allemande aujourd'hui est détériorée, est entamée, mais que cela n'est pas définitif en tout cas, en aucun cas. Birgit Holzer, une des grandes inconnues sera l'effet qu'auront les élections allemandes sur cette relation, sur la politique de l'Allemagne, sur donc ce qui se passe dans le reste de l'Europe par rapport à l'austérité et à l'euro plus globalement. On peut regarder peut-être d'abord la question de la popularité d'Angela Merkel face à ses électeurs juste quelques mois avant donc, ce scrutin. 35% des intentions de vote sont pour le CDU-CSU. C'est un chiffre qui est en déclin, mais qui reste finalement relativement bon pour la chancelière allemande. Oui, donc c'est assez probable que la chancelière va rester la chancelière aussi après les élections. Après, la question cruciale peut-être aussi avec qui elle va gouverner. Est-ce qu'elle va gouverner avec les sociaux-démocrates et qui vont changer un peu la donne, peut-être aussi dans la politique européenne. Ce qui va être important aussi, ça va être la fin de la campagne qui va débloquer un peu la situation aussi. Je pense que François Hollande espère un peu un changement de cap, parce que c'est aussi les libéraux qui sont peut-être les plus durs,
le plus marqué sur la rigueur. Et donc, c'est clair que les mois à venir, on ne peut pas espérer de grandes avancées, je pense. On peut voir, Barbara Kunz, pour Angela Merkel, le paysage politique se changer un peu, puisque ce qui se passe en Europe a forcément une incidence parmi son électorat. On voit la montée donc, de l'alternative pour l'Allemagne, ces eurosceptiques qui se font sentir, même en Allemagne aujourd'hui. Oui, en même temps, il faut voir que l'alternative pour l'Allemagne, donc le AfD, pour l'instant, reste à 3%, ce qui signifie qu'ils ne seront pas dans le Parlement. Enfin, en tout cas, si on votait aujourd'hui, ce serait le résultat. Pas de libéraux et pas de AfD représentés au Bundestag. Mais oui, mais dans la mesure où ils ont été créés en février, on constate tout de même une montée en puissance. Oui, une légère montée en puissance. En même temps, disons dans les partis un peu plus établis, on entend rarement des voix qui vraiment veulent abandonner l'euro et que l'Allemagne sorte de l'euro. Ça, c'est vraiment une position qui est défendue par des partis ou des personnages peut-être un peu moins puissants dans le système politique allemand, pour l'instant. Christian Sofa, ce dont on se rend compte, c'est que la crise en Europe a eu un impact, même en Allemagne, on constate, on peut regarder peut-être par rapport à l'euro, où en sont les Allemands aujourd'hui. On avait quelques chiffres à partager avec vous. Certains, une partie tout de même minoritaire, mais qui grandit, veut revenir au Deutsche Mark. Même en Allemagne, on voit cette montée de ceux qui sont contre l'euro. Il y a un plan B en Allemagne. Le plan B, c'est effectivement une zone marque restreinte à l'étranger proche, les Pays-Bas, les pays scandinaves, peut-être la Pologne d'ailleurs, qui se débrouille très bien et dont les liens avec l'Allemagne se renforcent sans cesse. Les eurosceptiques en Allemagne, ce n'est pas que ce petit parti extrémiste, c'est une tendance qui existe notamment dans les milieux d'affaires. Mais il y a eu un arbitrage, il y a eu un grand débat interne en Allemagne, à l'allemande, une sorte de grand palabre, pas très visible vu de ce côté du Rhin. Et les eurosceptiques ont perdu. Ils ont perdu le combat devant la Cour constitutionnelle et l'Allemagne a voté pour l'euro. Et c'est extrêmement important. Alors, on dit aussi l'euro c'est l'austérité. C'est pas juste de dire ça, c'est aussi la réforme. L'euro c'est un vecteur de réforme. Et l'austérité, je vous signale que l'Allemagne elle a 5% de chômage et la France en a 10%. Donc je ne sais pas où est l'austérité. Bon. C'est une machine à faire des réformes. Des réformes de compétitivité, les réformes qu'a faites notamment Gerhard Schröder sur la réforme de l'État-providence, le marché du travail. C'est ça que nous avons devant nous. Et vous savez, l'Europe, c'est une machine pédagogique. Nous avons appris, grâce au marché commun, grâce à l'axe franco-allemand, nous avons appris le libre-échange, nous avons appris la liberté d'entreprise. Nous avons aussi donné quelques leçons à l'Allemagne. Vous savez, l'Allemagne, elle se vante aujourd'hui d'être un modèle de démocratie et de libéralisme, et il n'en a pas toujours été ainsi. Ça n'a pas toujours été ainsi. Donc nous avons appris aussi à l'Allemagne la démocratie, le droit du sol plutôt que le droit du sang, qui est un point fondamental en matière de sociologie politique. Je trouve qu'en matière d'énergie, la France réussit plutôt bien. L'Allemagne est divisée dans ses querelles. Voilà, ne rougissons pas trop. Nous avons des choses à nous dire. C'est vrai que l'Allemagne a un peu d'avance sur nous en ce moment. Elle a beaucoup à nous apprendre. Nous avons aussi à apprendre à l'Allemagne et l'Europe fonctionne comme ça. Et nous y reviendrons dans un tout petit moment pour la deuxième partie de ce débat. On se retrouve très rapidement.